Salut l'internaute, c'est Jimmy, j'espère que tu vas bien. En tout cas, moi je suis très heureux de vous retrouver toutes et tous ici sur ma chaîne, même s'il est 23h, même passé, mis à 23h32, et que j'improvise totalement cette vidéo qui sera en ligne en fait demain. Je ne sais pas à quelle heure, mais en tout cas jeudi 22 février. Car aujourd'hui, mercredi, comme désormais chaque mercredi, j'étais au palais de l'Elysée pour aller poser mes questions à la porte-parole du gouvernement, la ministre Prisca Thévenot. Mais cette fois-ci, il y a eu, comme qui dirait, un couac. Ce n'est que la troisième fois que je me retrouve face à la ministre Prisca Thévenot lors du point presse que vous connaissez qui fait suite au Conseil des ministres hebdomadaire. Alors enfin, quatrième fois en vérité, mais celle de la fois du 7 février ne compte pas car ce jour-là, la porte-parole n'a pas pu répondre aux questions des journalistes puisqu'elle cumulait à la fois un gros retard au départ et en plus elle devait se rendre à l'hommage aux invalides des victimes du Hamas, l'attaque du 7 octobre en Israël. Alors c'est donc cette fois réellement que troisième fois où je pose vraiment des questions et dès la seconde, le lendemain la semaine d'après la première fois, les sourires et les politesses style lobbyiste de son entourage avaient déjà bien fané et un peu plus chaque semaine jusqu'au clash qu'il y a eu hier en off. C'est-à-dire une fois que les caméras se sont éteintes. Je vous raconte tout ça en détail en fin de vidéo, c'est-à-dire après le replay des échanges que j'ai eu avec la ministre. Vous avez d'ailleurs pu voir déjà une partie de ces échanges mercredi soir, sur le plateau du média. Mais là, je vous remets l'intégralité, tout sans coupe. Parce qu'il y a des pépites, vous allez voir dedans. Alors, au programme aujourd'hui, les annonces de Bruno Le Maire à propos des 10 milliards d'euros d'économies que l'État a décidé de faire sur ses dépenses, l'audience de Julian Assange à Londres et la condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l'homme à propos des nasses policières faites jusqu'à 2021. Utilisez bien sûr les marqueurs dans la barre de lecture de YouTube pour vous repérer dans tout ça. C'est parti et on se retrouve juste après pour le off. Bonjour Madame la Ministre, Jimmy Sandy du Média. Alors, il y a donc, revenons sur les 10 milliards, les annonces de 10 milliards d'euros d'économies par Monsieur le maire ce dimanche. Il dit, je le cite, « Le plus dur est devant nous ». Est-ce que devant nous s'annonce un tournant de la rigueur assumé ou non assumé? Absolument pas. Je pense que l'enjeu aujourd'hui, c'est plutôt que d'être dans un champ lexical de la peur et de l'angoisse, mais plutôt dans une démarche d'action en responsabilité. Et pour apprécier cette démarche d'action en responsabilité, je pense que le plus facile est de regarder derrière nous, pour aussi prendre les Françaises et les Français à témoin. Depuis 2017, grâce à l'action résolue menée par les gouvernements successifs d'Emmanuel Macron, nous avons pu, pour la 4e année consécutive, être le pays le plus attractif d'Europe. Nous avons pu créer 1,7 million d'emplois en France. Nous avons pu ouvrir 300 nouvelles usines en France et réindustrialiser notre pays pour continuer à gagner en souveraineté et en indépendance. Et tout cela alors que des crises se sont succédées dont les conséquences se sont accumulées. Oui, nous avons tenu le choc ensemble parce que nous avons cette capacité, en tant que peuple français, de nous tenir debout et de faire face au choc. Et donc, aujourd'hui encore, nous devons dire la vérité, c'est que oui, il y a un ralentissement de la croissance et de l'activité en Chine, il y a une baisse également de la croissance en Allemagne, et ça a des conséquences. Mais cette conséquence, c'est que nous continuons à rester dynamiques, mais nous le faisons en regardant de façon très claire, oui, nous devons pouvoir faire des dépenses. Et ces dépenses, nous n'allons pas le faire en nous appuyant sur les Français, mais bien en regardant déjà en premier lieu le fonctionnement de l'État. Donc vous qualifiez là les propos de monsieur le maire de peur et d'angoisse? C'est pas... ce que vous venez non, je citais les propos de monsieur le maire. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il ne faut pas générer de peur et d'angoisse. Pourtant, en disant le plus dur est devant nous, c'est un peu angoissant. Je viens de vous répondre. En fait, moi, je suis en train de vous dire que le meilleur est toujours devant nous parce que nous prenons les responsabilités. Et il ne faut pas mentir. Est-ce que le contexte économique, mondial, européen est compliqué? Oui. Est-ce que nous avons été un des pays à mieux résister jusqu'à présent? Oui. Est-ce que nous allons continuer à l'être? Oui, et c'est pour ça que nous nous en donnons les moyens. Bien sûr, alors à vous entendre là, les choses vont mieux, du coup, je reprends vos mots à l'instant, qu'hier. Pourtant, il y a des chiffres qui montrent qu'effectivement, les choses vont pas forcément mieux partout. Des records de personnes à la rue en France, c'est un record européen en proportion du nombre d'habitants. C'est un élément, 3000 enfants à la rue, c'est des éléments qui montrent que socialement, c'est pas forcément le paradis et tout va pas très bien. Donc comment vous l'expliquez, du coup, finalement, ce chiffre, par exemple, que je vous rappelle? Mais vous avez tout à fait raison d'insister sur cela. Je suis pas en train de dire que nous sommes dans un monde de bisounours.
Je rappelle aussi d'où on vient et où on va. Je pense que c'est aussi important de le rappeler dans des zones où la stabilité est importante et où des sujets d'angoisse peuvent l'être aussi. Et vous avez raison de rappeler le sujet du sans-abrisme, qui est un sujet important sur lequel nous nous sommes engagés dès 2017 à augmenter le nombre de places pour le logement d'urgence, qui est passé de 90 à plus de 210 000. Vous allez me dire oui, mais c'est pas suffisant. Vous avez raison. Vous avez raison. Pu vous le dire, oui, vous avez raison. Et nous, non mais vous avez raison. Et nous devons continuer à agir sur cela, mais faire aussi en sorte que le logement d'urgence ne soit pas simplement un aller simple vers le logement d'urgence. Il faut qu'on puisse aussi permettre à ces femmes, ces hommes et ces enfants de pouvoir vivre une existence épanouie dans notre beau pays. C'est un sujet sur lequel nous sommes attentifs, nous sommes à la tâche, et je sais que beaucoup de groupes politiques le sont aussi. Allez-vous rendre visite, par exemple, là je pense, je n'avais pas prêt à vous poser cette question, mais au camp de réfugiés, tout du moins de réfugiés, de personnes qui sont réfugiées en dehors des appartements libres à Paris, à Solferino. Vous savez, il y a des dizaines de familles qui sont actuellement à la rue depuis Noël dernier. Est-ce que vous avez pensé d'aller les voir, par exemple Alors, de façon très claire, je n'ai pas prévu d'aller faire ce déplacement que vous me proposez, mais j'en prends bonne note. En revanche, pas ce que j'ai prévu, mais ce que j'ai permis de faire en tant que membre du gouvernement, pas simplement moi-même, quand j'ai été notamment secrétaire d'État à la jeunesse et à l'engagement, c'est de soutenir celles et ceux qui sont aussi là et dont on oublie souvent de parler, qui sont les associations. Ces associations de terrain qui aident, qui sont là pour apporter aussi une chaleur humaine au-delà du soutien matériel et alimentaire. Et nous avons pu augmenter les budgets alloués à ces associations, et je dois dire que c'est un travail qui a été fait grâce aux députés de la majorité, de la majorité à l'Assemblée nationale. Pour finir, il y a, pour revenir et boucler la boucle sur les 10 milliards, il y a 750 millions d'euros, on parle de ces chiffres-là, qui seraient en économie sur l'éducation nationale qui est quand même un peu à la peine, on le voit, les manifestations, les professeurs en grève, etc. Comment on justifie aujourd'hui 750 millions d'euros d'économie au sein d'un ministère qui peine à boucler ses budgets? On parle de chiffres et je pense que c'est important de rappeler des chiffres qui sont vérifiés et qui sont clairs. C'est que l'éducation nationale, c'est le premier budget de l'État depuis 2017. En continuité tous les ans. Et l'année 2024 ne va pas déroger à cette règle. Pour preuve, nous allons augmenter le budget de l'éducation nationale entre 2023 et 2024 de 3,9 milliards d'euros, qui va se porter donc pour cette année à 63,4 milliards d'euros. Ça, ce sont des chiffres concrets. Et ensuite, vous parlez de façon très juste des personnels, celles et ceux qui font en sorte que nos enfants puissent aller en joie et heureux à l'école. Eh bien, nous allons continuer à recruter. Et notamment, ça va dans la ligne et le cap fixé par le Premier ministre, avec toutes les annonces qui ont été faites sur le choc des savoirs et qui a été rappelé par la ministre de l'Éducation nationale, Nicole Belloubet. Donc tout en continuant d'augmenter, vous allez en même temps diminuer le budget de 750 millions, du coup, des économies tout en dépensant. Tout en augmentant, en diminuant, j'ai pas compris. Moi non plus, je cherche à comprendre, justement. Voilà. Je reprends vos propos. Le budget va augmenter, mais les économies vont donc se faire. Les feuilles de route. Les feuilles de route. Moi, ce que je vous dis, c'est qu'il y a des objectifs et des priorités. Et je vous le redis encore une fois, il n'est pas question de venir raboter sur la priorité du président de la République et du Premier ministre, qui est l'éducation de nos enfants et donc l'éducation nationale. Coup, notamment à l'endroit, je finis juste ma phrase après. Faites, mais du coup, j'aimerais justement avoir... Notamment à l'endroit des réformes qu'on attend, qui sont effectivement des réformes attendues, le choc des savoirs et la capacité, par exemple, de mettre en place des groupes de niveau. Oui. Maintenant, sur le détail que vous donnez, les feuilles de route sont en train d'être discutées et travaillées entre la ministre de l'Éducation nationale et Bercy. Elles sont en cours et seront finalisées pour le 4 mars. Donc on ne sait pas pour l'instant sur quoi seront Je vous ai donné les chiffres qui étaient sûrs et validés. Très bien. Merci. De rien. Rebonjour. Alors, la semaine passée, mon confrère de chez Off Investigation, vous vous souvenez, Fabien Ribs, vous questionnait sur la situation dramatique de Julian Assange, ce journaliste australien, aujourd'hui retenu depuis 12 ans maintenant, sans liberté en Angleterre. Et à ce moment-là, récompensé pour son travail de journaliste, vous n'aviez pas répondu à sa demande ni rien, mais vous avez noté la question, donc je vous la repose aujourd'hui. Assange risque l'extradition vers les USA, où il pourrait être condamné, vous le savez comme tout le monde, à 150 ans de prison. Et il se bat aujourd'hui même pour obtenir un appel lors d'une audience qui se tient à ce moment même non, je n'ai pas encore tout dit, je n'ai pas terminé ma phrase. L'actuel rédacteur en chef de Wikileaks a déclaré hier, je cite, en parlant de la France pourrait se faire entendre. Si vous ne vous exprimez pas, donc il parle de la France maintenant, vous entrerez dans l'histoire comme étant du mauvais côté de l'histoire. Fin de citation. Que compte faire du coup la France pour être, selon lui, du bon côté de l'histoire? Vous êtes sûr qu'on va dire que la France est du mauvais côté de l'histoire aujourd'hui? Je me fais
Je reprends les propos. Pardon, votre confrère, c'est Fabien Rebs. Fabien Rebs. Mais ces propos-là, c'est pas ce propos à lui. Hein. Là, le mauvais côté de l'histoire, c'est l'actuel dirigeant, rédacteur en chef, de Wikileaks. D'accord. Simplement dire que vous l'avez dit dans votre propos et dans la question que vous me rapportez de la part de votre confrère qui n'est pas là, il y a une procédure judiciaire qui est en cours. Et donc, nous devons laisser cette procédure judiciaire se faire comme toutes les autres procédures judiciaires. Point. Sur le cas général de M. Assange. Mais je viens de vous le répondre. Donc pour vous, M. Assange qui a révélé des informations cruciales, notamment, on le rappelle, entre autres, sur la guerre en Irak, les crimes de guerre commis par les USA, mais aussi 3 présidents français qui ont été mis sous écoute par les renseignements états-uniens. Tout cela, ça ne rentre pas dans une grille de lecture pour avoir un avis. La seule grille de lecture à avoir, excusez-moi, dans un état de droit, c'est de respecter le temps judiciaire. Et le temps judiciaire est en cours. Et donc, si l'extradition se fait... Laissons le temps judiciaire se faire. Admettons, non, il n'y a pas de si. Je pense qu'il est important de laisser le temps judiciaire se faire. Je peux poser quand même ma question. Allez-y. Donc, si l'extradition se fait, est actée, alors que nous savons, ça a été rappelé hier dans la Cour, que des projets d'assassinat de M. Assange avaient été 11 sources l'attestent, des renseignements états-uniens avaient projeté l'assassinat de M. Assange. Si l'extradition se fait demain, est-ce que vous confirmez là maintenant que la France regardera sans rien faire? Je vous confirme qu'encore une fois, je veux bien entendre que le temps judiciaire peut-être être long, mais il est à respecter. Il est à respecter, d'autant plus dans un état de droit. Merci. Les faits, rien que les faits. D'accord, merci. Merci à vous. Je vous remets rebonjour de nouveau. Alors, c'était ma question de mercredi dernier, vous vous en souvenez sans doute. Par un arrêt, je vous rappelle, par un arrêt du 8 février 2024, donc au début du mois, la Cour européenne des droits de l'homme a fait savoir que la pratique de la NAS en France était pendant longtemps illégale, jusqu'au décembre 2021, suite au nouveau schéma du maintien de l'ordre, et portait atteinte à la liberté d'aller et de venir en absence de cadre juridique précis des manifestants, du coup, en France. Donc la Cour a condamné la France le 8 février dernier. Ma consoeur, comme je vous le rappelais mercredi dernier, Emma Audrey, a demandé une réaction à M. Darmanin le 12 lors d'un déplacement à Besançon. À ce moment-là, il n'a pas souhaité répondre et a préféré se dire, je le cite, « Heureux qu'à Besançon comme ailleurs, on aime la police nationale ». Fin de citation, et il s'en va. Nous sommes donc le 21 février, une semaine après cette question que je vous ai posée du coup la semaine dernière. Quelle est la réaction officielle, puisque je n'avais pas de réponse la semaine dernière, de l'État suite à cette condamnation? Il y a eu effectivement un sujet qui avait été mis en 2020-2021, c'est ça, sur le sujet d'encerclement et de la pratique de la NAS. Oui. Sur cette capacité à sortir de cette NAS avec des ouvertures bien précises, et sur également l'enjeu de la sommation, parce que c'est aussi un enjeu lié à la pratique de la NAS. Des dispositifs ont déjà été mis en place dès 2021, et notamment sur la pratique de la sommation, mais aussi la pratique de l'encerclement. Nous continuons à le faire, à le mettre en œuvre avec les forces de l'ordre sur cette capacité à bien former et bien faire en sorte que l'ensemble des femmes et des hommes, parce que c'est des femmes et des hommes qui assurent la sécurité au quotidien, puissent le pratiquer comme il se doit, au regard des conclusions qui avaient été portées par le Conseil d'État. Alors justement, le Conseil d'État avait rendu illégal en juin 2021 ces pratiques, mais elles continuaient à se faire. Elles ont été modifiées. Hein. Oui, bien sûr, depuis elles l'ont voilà. été. Mais du coup, quand même, jusqu'en 2021, M. Macron est entré à l'Élysée en 2017. Oui, et en 2021. Pendant ces années-là, est-ce que c'est pas une forme de camouflet justement pour les politiques menées, notamment contre toutes les manifestations sociales, à part celles des agriculteurs, on l'a vu ces dernières semaines et mois, je veux dire un camouflet pour la politique de maintien de l'ordre à la française. Je pense qu'il est important de rappeler quelque chose. Je vous ai répondu précisément sur le sujet de la pratique d'encerclement et également des modalités pour les sommations qui ont été effectivement revues au regard des conclusions du Conseil d'État, parce que quand le Conseil d'État met des conclusions, nous les respectons et nous les appliquons. Ensuite, j'aimerais simplement rappeler, parce que vous parlez des manifestations, des agriculteurs, etc., les mouvements sociaux en date où je fais référence. Voilà, mais très bien, mais pas de débat. Les forces de l'ordre, quand ils sont sur des manifestations, c'est avant tout et en premier lieu pour protéger les manifestants. Je pense que c'est important de le rappeler aussi et faire en sorte que la manifestation puisse se dérouler comme il se doit, dans le respect des biens et des personnes, et donc en premier lieu des manifestants eux-mêmes. Ça, c'est l'idéal. Non, c'est vraiment... C'est toujours le cas pour vous? Je pense qu'il faut... Vous savez... Parce que nous, en tant que journalistes, quand on parle de la police comme ça, vous savez, quand on parle de la police comme ça... Je ne parle pas de la police comme ça. Non, mais moi, je vous le dis... Non, mais
quand on parle de la police comme ça, c'est des femmes et des hommes, de manière générale, de manière très désincarnée. Moi aussi, je voudrais vous parler, en fait, ce sont des hommes et des femmes derrière, qui ont à cœur de bien faire leur métier. Oui, pour beaucoup. Voilà. Mais pas pour tout le monde. Parce que là, si vous voulez, il y a effectivement maintenant, c'est un sujet important, je me permets de relancer. Depuis fin 2021, il y a un cadre légal. Effectivement, vous l'avez rappelé ici, donc de faire face avec des choses très strictes. Sont permises, ces NAS policières, lorsque les policiers et policières font face à un risque de violence avéré et grave. Je le lis finalement là, avec des manifestants qui peuvent être violents gravement. Il y a aussi l'obligation d'une durée strictement nécessaire et proportionnée, etc. Et pourtant, j'ai pu observer, et d'autres, et filmer à maintes reprises ces règles non respectées depuis 2021, notamment en mars 2023, dans le centre de Paris, on l'a documenté avec Mediapart à ce moment-là, lors de la réforme des retraites, où des passants se sont vus nasser, privés de liberté pendant des heures, sans info, alors que c'est obligatoire dans le nouveau schéma du maintien de l'ordre, on doit communiquer avec les manifestants, des gens arrêtés aussi arbitrairement, etc. Du coup, on peut se demander, puisque vous écoutez, ça n'a pas lieu, quand est-ce que ces pratiques seront du coup stoppées ? Je le redis encore, de façon assez claire. C'est que les règles ont été rappelées. Oui. Maintenant, si vous avez à votre connaissance précisément des moments où ça ne s'est pas passé comme il se doit, n'hésitez pas à aussi les faire remonter pour qu'on puisse prendre les mesures derrière. Mais ne pas faire de généralité sur le principe que, et c'est pas ce que vous avez fait, mais je préfère le dire, que la police ferait autre chose que protéger les Françaises et les Français, et donc aussi les personnes qui veulent manifester sur différents sujets. Alors effectivement, pour une dernière question, c'est pas une généralité certes, mais l'actualité nous rappelle régulièrement qu'il y a des cas quand même très très importants. Notamment là, je pense à, vous savez, depuis 2020, des groupes WhatsApp, Telegram, Facebook privés rassemblant des milliers, 8000, 6000 agents des forces de l'ordre qui échangent des messages racistes, sexistes, suprémacistes, donnant des conseils pour faire des coups d'État, pour faire une guerre civile. Des mots sont prononcés comme ça, vous le savez comme tout le monde. Et là encore, il y a, je reprends les mots de notre confrère Antoine Albertini au Monde il y a quelques jours. Il y a des boucles WhatsApp où des forces de l'ordre voudraient faire un coup d'État. Ah ben c'est indiqué comme ça. Alors oui, quand des personnes de forces de l'ordre, c'est remonté. Et quand il y a effectivement des échanges de comment on s'arme, etc., de manière parallèle aux institutions, et que ces personnes sont policiers, oui, on peut parler de guerre civile, etc. Je le cite, il dit que les hiérarchies ça crée des hiérarchies parallèles d'où peuvent émerger leaders occultes et porte-parole autoproclamés. Et les hiérarchies officielles se disent, très officiellement, inquiètes, et même dépassés. Les syndicats, eux aussi, se disent dépassés par cette situation qui ne fait qu'enfler. Alors du coup, les impacts sont aussi à l'intérieur, je finis là-dessus avec cette question, les impacts de tout cela poussent des agentes et agentes à souffrir, parce qu'elles se font harceler pour racisme, pour homophobie dans l'institution. Certaines personnes témoignent d'être parties d'eux-mêmes, on les a pas virés, ils sont poussés vers la sortie, elles le disent comme ça. Et aussi à l'extérieur, c'est aussi un impact sur la société tout entière. Du coup, ma question, c'est quels sont les moyens que l'État, puisque c'est très vertical, c'est M. Darmanin qui est tout au-dessus, quels sont du coup les moyens que l'État se donne pour lutter contre ces organisations parallèles et occultes dans ces groupes? Mais donnez les listes des boucles WhatsApp dont vous avez connaissance. Très bien, mais en fait, toutes les dérives et le non-respect aux lois, parce que quand vous parlez d'homophobie, etc., c'est le non-respect aux lois, est sanctionné. Manifestement, non. Il y a eu quelques sanctions, mais manifestement pas. Et sanctionné. Bien. Merci à vous. Merci à vous. Voilà. Bon, il y a énormément à dire, je vous l'accorde, et j'imagine que vous êtes déjà sur vos claviers avec vos commentaires. Et je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à aller visionner le replay de ma chronique où je reprends des passages, etc. et je vous décrypte certains passages. C'est disponible sur le média en replay. Maintenant, une précision. Bien que la plupart d'entre vous, je vous lis, quasiment tous, saisissez la particularité de cet exercice, je vois certains messages depuis quelques semaines, perplexes, ou de personnes disant rester sur leur faim. Ce point de presse n'est pas le lieu pour mener de véritables interviews. Je n'interviewe donc pas la ministre comme je le ferais sur un plateau, par exemple. Ce n'est pas la même chose là. Je lui pose une question ou plusieurs en lien avec l'actualité chaude et ou le compte-rendu du Conseil des ministres qu'elle nous livre en 10 minutes de discours en général en ouverture. Et en même temps, je ne peux pas me limiter à poser ma question et me rasseoir. La langue de bois est souvent totale dans ce lieu, et c'est normal. C'est le point de presse du service com de l'Élysée, faut dire ce qui est. Il faut donc aller plus loin que la question posée à laquelle la ministre souvent ne répond pas, pour aller chercher des réponses.
C'est pour cette raison, et uniquement celle-ci, que j'y vais. Et si je vous rends attentif à ce détail, c'est qu'on m'en a fait le reproche en off. Alors le off, qu'est-ce que c'est ? Eh bien c'est le contraire du on. C'est un moment informel qui a lieu en général tout de suite après un moment médiatique officiel, donc formel. Un moment de proximité où peuvent s'arracher quelques infos complémentaires ou croustillantes, qui en général ne doivent pas sortir ces informations dans la presse, ou alors sans source. On dira donc, selon l'entourage de la ministre, ou il se dit dans les couloirs de l'Élysée, suivi de l'info en question. Une pratique qui peut s'avérer périlleuse, mais qui est appréciée des journalistes, notamment ceux de la presse écrite. Ici, le off débute une fois les caméras et micros éteints. La ministre descend de derrière son pupitre, les journalistes se lèvent de leur chaise, et tout ce beau petit monde se rapproche physiquement, très très proche, dans un petit espace, pour papoter. En général, la ministre fait un saut en coulisses, c'est ce qu'elle fait à ce moment-là, quelques instants avant de nous rejoindre. Alors depuis 2 semaines, nouveauté, le service com de l'Élysée nous offre une sorte de buffet plutôt chic avec des amuse-bouches, des fruits et légumes frais, bien coupés, etc., bien présentés, des boissons fraîches, avec, je crois qu'il y a même de l'alcool, vraiment très, très bien, digne d'un mariage, sur une table nappée de blanc. Bon, très sympa au demeurant. Mais bon, je pense qu'il est quand même compliqué après d'être un petit peu piquant avec des personnes qui vous reçoivent si bien chez eux. C'est compliqué. En tout cas, je vous raconte tout ça pour que vous puissiez imaginer la scène, l'ambiance décontractée ou faussement décontractée qui y règne. Car il ne faut pas se leurrer, nous sommes ici au cœur du pouvoir, sur les terres du pouvoir exécutif qui a donc intérêt à ce que les journalistes fassent bons échos de leurs actions politiques dans leurs colonnes ou dans leurs chaînes d'infos. Alors que la ministre n'est pas encore là, mais partie en coulisses quelques instants, une consoeur d'un très grand média français m'approche et me demande « Pour qui tu travailles, toi ?» Bon, moi je lui dis « Bonjour, je travaille pour le média, voilà. » Mais comme on sortait d'une séquence où on parlait de police, etc., et que je faisais référence à un truc précis sur lequel je vais travailler avec Mediapart, du coup je lui dis « Voilà, je travaille pour ces médias-là. Pourquoi ? Et toi, tu travailles pour qui ?» Bon, je vous dirai pas, mais... Voilà, et puis gentiment, d'abord, elle m'explique que la durée du point presse lui semble trop long. Qu'elle n'a pas l'habitude que ça soit long, qu'elle le fait depuis 2 ans. Elle est critique un peu comme ça, mais un petit peu à tâtons. Qu'elle remarque aussi, elle me dit que ça fait quelques semaines que je viens. Que c'est nouveau, que je suis nouveau. Des nouveaux médias, là, comme ça. Comme 1 ou 2 autres, d'ailleurs, elle fait référence là, et sans les nommer, aux journalistes indépendants Myriam Laribi ou alors Fabien Rive ou encore Quentin Châtelier du quotidien Liaison Sociale. Ces personnes qui posent des questions, je comprends de qui elles parlent. En tout cas là, elle me parle à moi. Elle vient pas voir Myriam qui est pourtant derrière, mais moi. Et elle me glisse, et puis vous venez pas en groupe un peu là, non ? Bah non. Je lui dis non, je viens pas en groupe du média, je suis le seul. Elle vient pour son média, lui vient, Fabien Rive venait pour investigation la semaine dernière. Je lui dis non, il n'y a pas de groupe. Et effectivement, il n'y a pas de groupe. Je ne sais pas où elle veut en venir. Elle me parle de pratiques, de nouveaux médias, là. Sans être clair, c'est flou, quoi. Je lui demande qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce que tu me reproches, que c'est long, c'est machin. Moi, je suis assez ouvert au départ. Je lui dis, ouais, je veux bien comprendre ce que tu... même si je suis pas dès le début, je comprends un peu en quelques secondes que c'est une attaque et que c'est chelou. Et je lui dis, du coup, est-ce qu'il faut respecter une sorte de bienséance ? Qu'est-ce que tu me dis ? Elle me dit non, pas de bienséance, mais bon, voilà, quoi, blablabla. Blablabla quoi, j'en sais rien. Bon, voilà, bref. Je comprends que quelque chose la dérange, mais elle ne me dit pas clairement quoi. Elle tourne autour du pot et m'avance 2-3 trucs flous, même si au départ je me suis dit tiens, je vais quand même et je lui dis je veux bien écouter ton point de vue, mais bon, tu sais, personne, enfin, on ne peut pas dicter ou donner son avis critique comme ça à un collègue, enfin un confrère journaliste en disant non, tu fais mal ton travail et il faut me faire comme ça. Je sentais ça arriver et je dis non, c'est un lieu de liberté, on se marche pas dessus, le respect est là, donc du coup la forme ça me regarde et ça te regarde, mais ça voilà. En tout cas, je lui dis que nous sommes dans un espace de liberté, un espace rare en plus, et que chaque journaliste fait bien comme il le souhaite, son job, du moment que la ministre se montre disponible et qu'il y a un respect de tous. Chose qui est le cas. Et justement, en parlant de la ministre, la voici, qui nous rejoint donc dans ce off. Tout de suite, et je l'attendais, je me tourne vers elle pour lui parler direct de notre dernier échange. Vous vous souvenez, vous venez de le voir, sur la police
et les boucles WhatsApp factieux qui font la une de la presse depuis des années, mais qu'elle semble manifestement découvrir à ce moment-là. On finit d'ailleurs le point presse avec ça, le point presse se termine là-dessus. Elle est obligée de se montrer ouverte à la discussion. Bon, je la crois, sur parole. Donc je lui dis que j'ai glissé quelques liens par SMS à un de ses conseillers. Et je lui donne quelques conseils d'aller voir le média Street Press, Mediapart, le média, le travail que nous faisons, quoi. Donc elle se montre curieuse, voilà. Et pendant l'échange, devinez qui débarque. La femme de tout à l'heure. La journaliste de ce très grand média de référence français. Et qu'elle dit... Justement, Madame la Ministre, à l'instant, et aucun rapport avec la discussion, à l'instant, on parlait avec monsieur que le point presse devient un peu n'importe quoi. C'est un peu long. Juste, mais quel est le lien avec la sucre la choucroute là? On discutait pas et tout ça en fait. Qu'est-ce que tu... Imaginez la scène. La ministre vient de nous rejoindre. À ce moment-là, comme à chaque fois, tous les journalistes présents sont là, dans un petit espace, et écoutent l'échange que j'ai avec elle. Comme j'écouterai l'échange ensuite qu'elle aura avec d'autres journalistes, etc. Parce que chacun prend des notes, et puis chacun attend son tour. Son tour, il n'y a pas vraiment de tour, c'est un peu un petit combat pour aller lui parler, pour choper un petit moment. Et cette consoeur débarque en mode « Et maîtresse, regardez, là, lui, il n'a pas fait ses devoirs comme il faut. Là, regardez, c'est lui, là, c'est lui. » Waouh! Elle m'affiche devant tout le monde. Me prend un parti, va chercher l'appui de la ministre et de son entourage officiel pour le faire. Alors je ne peux pas vous refaire toute la scène et vous citer avec précision chaque mot qui a été prononcé, mais cette personne reproche deux choses, en général, mais en me prenant quand même à partie. Les échanges entre la ministre et les journalistes, selon elle, sont trop longs. Premier reproche. Et second reproche, elle dit, et de plus, les questions, autrement dit là les miennes, puisqu'elle dit avec monsieur, ne sont ni en lien avec l'ordre du jour fixé par le Conseil des ministres, ni avec l'actualité. Je tombe des nues, c'est parce que c'est complètement faux. Si je reprends mes sujets, Assange, c'est un sujet d'actualité. À ce moment où on parle, il était en audience, dernier jour d'audience à Londres. Les NAS policières, là aussi, la condamnation de la France qui s'est faite en février, et puis qui résulte cette question-là de celle de la semaine dernière, à laquelle elle n'a pas répondu, donc je reviens à la charge, il y avait un rendez-vous d'un commun accord. Et, troisième question, les annonces de Bruno Le Maire, qui datent de ce dimanche. Du dimanche, c'est la première fois qu'on la voit, la ministre, c'est mercredi. Donc c'est dans l'ordre. Et puis d'ailleurs, cette question-là était au centre de toutes les questions quasiment posées ce jour-là. Du coup, mercredi. Mais surtout, qui est-elle pour dicter ainsi, de près ou de loin, mais là quand même très près, la ligne éditoriale de ses confrères? Alors la ministre sent tout de suite, et a raison, l'embrouille, et qu'elle devrait surtout pas s'exprimer sur la question. Bah oui, sinon c'est ingérant, on se rend compte, là c'est pas possible. Le pouvoir dirait aux journalistes, ou alors là, il faut faire comme ça, mais on serait où à ce moment-là? On serait en Corée du Nord? J'exagère le trait à peine, mais quand même, il y a la séparation des pouvoirs un peu quand même, et chacun à sa place. Et donc il s'éclipse au buffet pour aller manger un petit bout avec 2-3 personnes, mais tout le monde quasiment reste attentif au débat, très silencieux comme ça, et écoute bien, que ma consoeur là impose en fait, est soutenue à un moment donné par une autre journaliste d'une grande chaîne d'infos privées que je ne peux citer. Toutes les deux, elles s'acharnent de plus en plus contre moi. Puis Myriam Laribi, qui est donc là, qui pose chaque semaine une question, vous suivez sans doute ce qu'elle fait sur la guerre à Gaza, menée par Israël, sans vraiment frontalement le faire, l'attaque contre elle, contre moi, mais de plus en plus, tu vois, on sent, elle dit pas toi, mais c'est, à part au départ, bref, vous avez compris l'idée, en gros, c'est laborieux, elles sont maladroites, mais c'est complètement violent. Parce que, il y a un moment où ça devient pire, et tout ça se déroule très rapidement, là je vous le fais, je décrypte donc ça paraît long, mais une partie de l'entourage de la ministre qui est donc quelque part à côté, dans la ministre, ça c'est vraiment genre 2 pas à côté, mais elle participe pas à la discussion du coup, va dans le sens des 2 journalistes qui m'interpellent là. Oui, il y en a un qui acquiesce de la tête et qui dit oui, c'est vrai que... Et il y en a un autre qui carrément va parler, avant de se faire reprendre par l'autre en disant non mais on n'est pas là pour... C'est lunaire, je l'ai vécu comme une sorte de recherche d'humiliation, je vous le dis tout net. Et je vous le dis encore, j'aurais bien voulu, et je l'ai bien fait, discuter en tête-à-tête avec elle, avec cette première concert. Sans souci, on l'a fait, mais je voyais qu'elle ne voulait pas discuter, elle voulait me faire un reproche, et puis sa prise à partie de ma personne ensuite devant tout le monde m'afficher confirme le fait qu'elle ne voulait pas discuter en vrai. Et vraiment, en tout cas, j'étais ok de comprendre ses attentes, celles de chacun, mais là, me faire prendre la partie comme ça, devant tout le monde,
Et voir que des journalistes, là, tentent de copiner avec une ministre pour s'attaquer à un confrère et que certains de ses conseillers aboudent le propos. Mais waouh, on est où? On est où, en fait? Honnêtement, je veux bien tout comprendre. Vraiment, honnêtement. Mais là, c'est suffisamment grave pour souligner ce moment. Je l'ai fait un mercredi soir, un peu à chaud sur le plateau du Média. Là, je me prends un peu plus le temps de vous le faire ici, un peu à froid maintenant. En tout cas, sur le moment, dans la salle du porte-parole de l'Élysée, devant tout le monde, j'ai dû me défendre. J'ai dit, mais excusez-moi, mais quelle est la demande au juste? Ça tourne autour du pot. C'est quoi la demande clairement? Que l'on fasse plus court que 40 minutes une fois par semaine? C'est déjà ultra court. Je m'exprime vraiment comme ça. À un moment donné, à un moment donné, autant mettre les pieds dans le plat, hein, parce que manifestement, c'était déjà consommé. Parce que je leur dis, c'est quand même le lieu unique, le seul lieu, en fait, ou quasiment, filmé, où l'on peut poser librement nos questions à la porte-parole du gouvernement qui est disponible ici. Et il faudrait réduire ce temps. C'est ça la question? Pas vraiment de réponse. On me dit, à part la journaliste de la grande chaîne d'infos qui me rétorque qu'elle assez long, elle a la politesse d'attendre jusqu'au bout, mais on n'a pas le temps, c'est trop long, moi je dois aller en plateau après. Ah oui, mais tout le monde en fait. Moi aussi je dois aller en plateau après. Et si c'est trop long, du coup il y a des possibilités, c'est retransmis en direct hein, sur la chaîne YouTube de l'Élysée, sur le Twitter aussi, partout. Tu pars en fait et tu suis, si t'es pas content, tu poses ta question, si ça te plaît en fait finalement de poser une question et de partir, t'as posé ta question puis tu suis la suite sur ton smartphone en allant à ton rendez-vous, j'en sais rien, personne ne retient personne en vrai. Hein. Je pose la question devant tout le monde. Ministre, journaliste, tout le monde au milieu de cette petite salle. J'ai vraiment l'impression d'être au centre d'une arène, je vous jure, c'est vraiment très désagréable. Mais je pose la question, qui est frustré ici de ne pas pouvoir poser assez de questions, ou de pas avoir de place pour les poser, ou que le moment est trop long? Silence, personne. Et là, un des assistants de la ministre, qui est d'accord avec l'attaque, précise, Souverain, en tout cas, c'était plié en 15 minutes. Non mais, y a-t-il un règlement qui conditionne les pratiques des journalistes ici? Je pose cette question. Personne ne répond une nouvelle fois. Non, parce que c'est ce qu'on appelle la liberté de la presse, en fait. C'est tout, c'est juste comme ça. Et je le dis encore une fois. Sur le moment, je suis quand même en colère, je vous le dis, un peu. Et je finis par lâcher. Je fais, si le problème, je retiens, parce que là, non, c'est fouillis, hein, c'est que 40 minutes, c'est trop long. 2 fois 20 minutes, hein. C'est rien, c'est vraiment pas grand-chose. Hein. Surtout sur combien de minutes compte une semaine hein. 40 minutes, c'est vraiment que là. Si c'est trop long, et qu'il faut donc réduire, c'est donc qu'il faut juste poser une question et se contenter d'une non-réponse. En gros, servir de crachoir médiatique au gouvernement. Eh bien non, merci. Je le dis comme ça. Non, non. Chacun fait, hein. Tu peux être un crachoir, pas de souci. Mais moi, non, en fait. Je veux dire, je ne jugerai pas. Fais, vas-y. Mais moi, j'ai pas été prendre à partie une journaliste, une consoeur ou un confrère en disant, dis donc, ce que tu fais, j'aime pas, tu devrais pas faire ça. Je l'ai pas fait. Hein. Là, on me le fait. C'est quand même fou, en fait. Les journalistes, la presse forment ce qu'on appelle souvent le 4e pouvoir. Il n'est pas là pour en servir un autre. J'ai dit alors tout ça, ce que je pensais sincèrement, parce que j'avais l'impression que c'était le moment, en fait, fallait crever l'abcès, et sans vouloir faire de scandale. Hein. Au contraire, ça n'a pas duré si longtemps que je le dis que ça, mais tout ça a été dit, J'ai même tenté de raccrocher ensuite aux autres sujets, de participer au off. Mais j'ai fini par rapidement partir, j'ai senti qu'il fallait que je parte. Si les sourires de la première fois s'étaient fanés dès la seconde, là c'était franchement crispé, hein, tendu. J'ai même un conseiller, j'essaie de lui parler, et je suis à 1 mètre de lui, il y a une personne qui nous sépare, il fait genre de pas m'entendre. Enfin, c'est voilà. Et en fait, on ne parlait plus. Les autres journalistes qui s'étaient tus jusqu'à maintenant se sont mis à refaire du off, comme si de rien n'était. En tout cas, que l'on soit clair. Je ne suis pas là pour me faire des ennemis. Non. Je ne suis pas là non plus pour me faire des amis. Je suis là pour faire mon travail de journaliste, comme je pense le faire du mieux que je peux, c'est-à-dire poser des questions, en essayant d'être un minimum pertinent, et chercher à avoir des réponses. C'est tout. Et c'est ça que l'on m'a reproché, pas la durée. Ça n'avait pas de sens, c'est le contenu. À moi et aux rares autres qui le font, ce travail correctement, à mes yeux. La seule chose qu'il faut retenir de tout ça, c'est que ce rendez-vous hebdomadaire est le seul moment de la semaine où il est possible d'échanger directement avec la porte-parole du gouvernement de la France. Je crois qu'il faut se réjouir de l'avoir ce moment et le faire vivre justement. Se battre pour lui. Parce qu'à l'heure où, souvenez-vous,
Emmanuel Macron souhaitait il y a peu supprimer la salle de presse à l'Élysée, dans la cour d'honneur, là où on se réunit avant pour faire un peu de off, pour être au chaud et boire un café, et puis travailler, et qu'il voulait nous reléguer à attendre donc, sous la pluie, dehors, là, dans la cour, voire dans la rue en face, eh ben, je crois qu'il faut saisir que les attaques à la liberté de la presse, c'est grave. Et peut-être même pire encore, quand elles viennent des médias eux-mêmes. Depuis maintenant 4 semaines. C'est court. Les choses ont beaucoup bougé. Ce que je vois, c'est que mes questions sont reprises en nombre sur le web, que je reçois énormément de messages de gens qui les apprécient, qui disent les apprécier, que même certains passages de mes échanges, entre autres, parce qu'il y a aussi certains passages de ceux de Myriam Laribi, sont repris dans des médias comme la chronique humour de Bertrand Chameroy sur France 5, où la ministre est régulièrement moquée quand elle est de mauvaise foi avec les journalistes, ou qu'elle adopte un ton peu commode pour nous répondre. Alors j'imagine aisément que tout ça peut déplaire à l'Élysée, mais c'est le jeu. On n'est pas là pour plaire, ni pour déplaire d'ailleurs, juste pour faire notre job. Je radote, mais faut que ça rentre. Alors, maintenant que tout ça est dit, on remet ça à mercredi prochain. Ciao. Et bien sûr, rendez-vous dans le lien en barre de description pour faire un petit don. Merci du soutien.